Chers amis, chers collègues, bonjour tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre journée annuelle. Et je remercie par cette occasion les laboratoires Pfizer de m'avoir invité à animer ce symposium sur une question très importante. C'est la prescription des biothérapies au Maroc. Comment choisir? C'est une question de tous les jours. Chaque fois qu'on est devant un malade qui est candidat à un traitement biologique, c'est tout le temps, c'est la question qu'on se pose. Donc on va essayer de répondre à cette question. La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a connu une évolution considérable au cours des dernières années, que ce soit sur le plan diagnostique que thérapeutique. Et ceci, de fait, de l'utilisation de nouveaux traitements, et essentiellement les biologiques, mais également à l'adoption de nouveaux concepts, notamment les nouvelles approches diagnostiques, le traitement précoce, donc sur lequel on insiste, un diagnostic précoce, très précoce, dans les 3 à 6 premiers mois, et un traitement précoce et personnalisé. Donc c'est tout l'intérêt justement de voir les facteurs pronostiques au début pour dire on ne traite pas les gens de la même manière, mais c'est un traitement qui est personnalisé, et justement l'intérêt de l'échographie aussi pour dire est-ce que c'est une PR qui est agressive et qu'il faut traiter de façon agressive. Et bien sûr, je ne reviens pas sur l'évaluation systématique, donc basée sur des indices d'activité objectifs. Donc je ne reviens pas, donc ils sont bien détaillés par mon ami professeur Bahili. Autant pour les DMARDS, la question ne se pose pas. Le choix, il est fait. Donc toutes les recommandations nationales et internationales, donc on dit oui au méthotrexate en première intention pour son profil de tolérance qui est bon, son coût qui est faible et son efficacité. Et par contre, autant pour les biologiques, le choix est très difficile. Le choix est très difficile, donc on va le voir. Donc là, les recommandations donc, des biologiques, c'est après échec ou intolérance au traitement au DMARDS classique. Donc toutes les recommandations internationales mettent en exergue ça. Et bien sûr, vous voyez, donc on a maintenant, actuellement, nous avons beaucoup plus de biologiques que de médicaments classiques. Donc on a beaucoup de biologiques et la plupart de ces médicaments, nous les avons au Maroc. Et pour faire le choix, c'est un peu difficile. Donc là, on va essayer de voir comment faire un peu le choix d'un biologique par rapport à l'autre. Donc quels sont les critères de choix d'un traitement biologique? Donc il y a des critères qui sont liés au patient, l'âge du patient, les comorbidités, le désir de grossesse, donc en général c'est des femmes jeunes qu'on reçoit, les antécédents de tuberculose, d'insuffisance cardiaque, des hépatites chroniques, des allergies, l'état du capital veineux et l'éloignement géographique parfois entrent en considération pour choisir le traitement, les conditions de vie. Les critères liés à la maladie, je crois que c'est clair, donc c'est une forme active qui échappe ou bien au échec au méthotrexate ou aux autres DMARDS classiques. Et pour les atteintes particulières, les atteintes extra-articulaires, pulmonaires, l'amylose, et les critères liés à l'agent biologique. Je crois que je vais insister beaucoup plus sur ça, parce que je ne peux pas détailler tous ces critères de choix pour le temps qui m'est imparti. Donc là, et pour les critères liés à l'agent biologique, tout d'abord l'immunogénicité. Donc je crois que c'est un élément très important sur lequel il faut insister. L'efficacité, tolérance bien sûr, la demi-vie plasmatique de produits, la posologie, est-ce qu'elle est fixe ou en fonction du poids, le type de produit, le coût et la couverture sociale. Et bien sûr le choix du patient en dernier. Je commencerai par l'immunogénicité de produits parce que là, comme vous le savez, c'est très important. C'est ce qui fait un peu la différence entre les différents types de produits. Il y a des produits qui sont beaucoup plus immunogènes avec la fabrication d'anticorps antimédicaments, ce qu'on appelle les ADA, anti-drug, antibody. Et donc là, ces anticorps, ils diminuent leur taux plasmatique, qui dit diminution de le taux plasmatique, et donc il y aura une diminution de l'efficacité, de la durée de réponse. Et donc c'est très important, sachant que ces produits-là, les produits qui donnent beaucoup plus d'anticorps, systématiquement, il faut les associer au méthotrexate. D'accord? Et sachant encore plus que chez nos patients, une fois qu'on passe au traitement biologique, la plupart des patients, ils arrêtent leur méthotrexate. La plupart, puisqu'ils disent, donc là je suis, et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement au Maroc, même ailleurs, tout le monde, une fois qu'on est
on passe au biologique, c'est la plupart des patients, ils arrêtent le méthotrexate. Donc là, la synthèse ou bien la fabrication, les biothérapies, on a dit qu'elles sont immunogènes, ils sont pratiquement toutes immunogènes, et leur administration entraîne la fabrication des anticorps anti-médicaments. Et ces anticorps, ils sont beaucoup plus, on les observe beaucoup plus avec les anticorps monoclonaux, donc à savoir l'infliximab, l'adalimumab, le golimumab, et avec le rituximab. Donc ça existe avec les etanercept, mais rarement, et ils ne sont pas neutralisants. Donc ces anticorps peuvent être soit neutralisants, soit non neutralisants. Les anticorps qui sont associés aux anticorps monoclonaux, ils sont neutralisants, c'est-à-dire donc ils bloquent la fusion entre la molécule et le site. Donc il bloque cette liaison molécule-site, le récepteur, donc il est bloqué, et ce qui explique un peu la diminution de l'efficacité au fil de temps de ces produits-là. Par contre, les anticorps qui sont avec les récepteurs solubles, avec l'etanercept, ils ne sont pas neutralisants. Donc là, même s'ils sont là, ils ne bloquent pas la fusion entre la molécule et le récepteur. Voilà, donc quel est l'effet de ces anticorps? On a dit qu'ils vont diminuer l'efficacité. Donc quand il y a cette fusion avec le produit, il y aura des complexes MA. Donc il y aura une diminution de taux plasmatique de produit et bien sûr diminution de l'efficacité, diminution de la durée de la réponse et bien sûr c'est l'échec thérapeutique, la baisse et bien sûr chaque fois on a besoin d'augmenter les doses chez ces patients-là. Et bien sûr l'association systématique d'un immunomodulateur, méthotrexate, de l'ifénomide ou un autre traitement de fond classique. Donc, quel est un peu le pourcentage de ces anticorps dans la polyarthrite rhumatoïde? Vous voyez, dans la polyarthrite, il y a 8 à 51% dans la PR avec l'infliximab, un peu moins avec l'adalimumab, 12 à 37%. Donc, quand même, c'est un pourcentage important. Mais il faut voir avec les autres pathologies aussi, avec les MEKI, il y a 14 à 61% d'anticorps antimédicaments avec l'infliximab et jusqu'à 17% avec l'adalimumab. Donc on a dit, donc quand même c'est quelque chose à laquelle il faut penser avant de choisir votre médicament. Et bien sûr, il y a comment faire chez ces patients-là. Donc une fois qu'on commence un traitement anti-TNF avec les médicaments qui entraînent ces anticorps anti-médicaments, normalement, à 6 mois, il faut faire un check-up. Donc, il faut doser le taux plasmatique de produit et doser les anticorps anti-médicaments. Chose, malheureusement, qu'on ne peut pas faire. On le fait de temps en temps. C'est des analyses qu'on ne fait pas au Maroc, qui sont envoyées à l'étranger. On l'utilise de temps en temps. Mais je trouve c'est un peu difficile de faire tout ça. L'interprétation de ces produits, une fois que le taux plasmatique est normal, avec des ADA qui sont négatifs, donc là, et si l'efficacité, il y a une inefficacité de produit, c'est clair qu'il faut passer, ce n'est pas les anticorps qui sont responsables de l'inefficacité, c'est clair qu'il faut switcher vers un autre biologique avec un autre mode d'action. Quand le taux plasmatique est normal, avec des ADA positifs. Donc, quand les ADA sont positifs, très souvent, on a une diminution de l'efficacité avec ces produits-là. Et là, donc, là, en général, il faut passer très probablement, donc il faut switcher aussi. Quand les ADA, quand le taux plasmatique est sous-dosé, donc avec un taux plasmatique qui est bas, avec des ADA positifs, c'est clair, donc il faut switcher également. Les ADA, le taux plasmatique qui est diminué avec des ADA négatifs, c'est clair, donc il faut, très souvent, on a recours à switcher vers un autre biologique. Donc, qu'en est-il d'efficacité des biologiques dans la PR? Chose importante. C'est un élément important, bien sûr. On donne les médicaments pour qu'ils soient efficaces. L'efficacité des biothérapies, elles sont largement démontrées par toutes les études, randomisées, contrôlées, les revues systématiques, les méta-analyses, mais en se basant sur contre placebo et contre le méthotrexate. Pratiquement, ça, ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre. Les biologiques, elles sont très efficaces par rapport au placebo et par rapport au méthotrexate. Donc là, on va voir quelques méta-analyses. Donc cette méta-analyse,
française, qui a comparé les 8 biothérapies qui sont utilisées dans la PR, dans nos populations, les populations, les patients naïfs au méthotrexate et ceux qui ont une réponse inadéquate au méthotrexate. Donc ça, c'est 22 études. Et l'objectif primaire, c'est la réponse ACR50 et l'absence de progression structurale à 1 an de la première évaluation radiographique. Vous voyez quand même, ils ont haussé un peu la barre, hein, donc parce que la plupart des études, c'est la CR20. Là, maintenant, ils ont cherché la réponse ACR50 et l'absence de progression, quand même, c'est des objectifs qui sont très sévères. Et donc là, comme on l'a dit, donc pratiquement, que ce soit pour les patients naïfs au méthotrexate, donc les biologiques, ils ont démontré leur efficacité. Je crois ça avec un autre ratio à 2,11. Je crois que ça ne pose pas de problème. Là également, pour les patients qui ont une réponse inadéquate au méthotrexate, là également, tous les produits ont démontré leur efficacité avec un autre ratio à 4,82. Je crois que ça ne pose pas de problème jusqu'à là. Pour la progression radiographique, pour les patients naïfs au méthotrexate, là également, tous les produits ont une inhibition de la progression radiographique. Bon, on voit quelques-uns, donc lequel c'est le rituximab et l'abatacept. On voit qu'ils sont un peu moins que les autres, hein, un peu moins que l'étanercept, que l'adalimumab, que l'étanercept et l'adalimumab. Mais dans tous les cas, tous les produits, tous les biologiques, ils ont démontré qu'ils peuvent inhiber la progression radiographique chez les polyarthrites. Le taux de maintien des anti-TNF, ça c'est très important, ça nous donne une idée sur l'efficacité et la tolérance des produits. Donc là, c'est le registre danois, le registre d'Ambio, donc 2010, il est un peu ancien, qui a montré un taux de maintien thérapeutique un peu plus important pour le récepteur, 56% pour l'étanercept, 52% pour l'adalimumab et 41% pour l'infliximab. Et donc là, ça, on le comprend bien. C'est l'effet de l'immunogénicité, en fait. Donc là, j'ai trouvé une méta-analyse, une étude de la vraie vie très intéressante. C'est la rétention à 12 ans. Donc, ils ont suivi les patients qui ont eu le premier anti-TNF et ils les ont suivis donc, pendant 2 ans pour voir un peu le taux de rétention de ces biologiques-là. C'est un travail italien. Donc là, ils ont évalué la survie à 2 ans de premier anti-TNF chez une cohorte de patients atteints de PR en comparant les taux d'arrêt intergroupe de l'infliximab, de l'étanercept et de l'adalimumab. Donc les patients atteints de PR traités par leur premier anti-TNF ont été étudiés à partir d'un registre local italien. Et donc là, ils ont fait pour l'analyse statistique, le taux de survie des médicaments ont été calculés en utilisant la méthode de Kaplan-Meier et comparé par le modèle COX-2. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont bien démontré? Qu'il y a justement le pourcentage, le taux global de survie à 2 ans était de 23,4%. Et il était significativement plus élevé pour l'étanercept que l'adalimumab et l'infliximab. Donc on voit que les courbes se séparent vraiment de loin et que l'arrêt de l'étanercept pour inefficacité n'a pas augmenté de 3 à 2 ans. Vous voyez, de 3 à 2 ans, donc là, il est là, mais il reste pratiquement pas en plateau, mais il n'y a pas une diminution nette de l'inefficacité de l'étanercept. Donc ils ont vu, c'est en fonction de temps. Donc l'arrêt ou bien l'interruption de produits en fonction de temps. Donc à 6 mois, moins de 6 mois, vous voyez, donc il y a beaucoup plus d'arrêts avec l'adalimumab et l'infliximab versus l'étanercept, avec une différence statistiquement significative. Entre 6 mois et 3 ans, très significative. Très significative. Donc il y a beaucoup plus d'arrêts avec l'adalimumab et l'infliximab versus l'étanercept. Entre 3 et 5 ans aussi, très significative, et donc également au-delà de 5 ans. Donc là, le taux de maintien de l'étanercept, il semble beaucoup plus intéressant que les anticorps monoclonaux. Et quand on associe le méthotrexate, vous voyez, donc on associe le méthotrexate, il y a une augmentation du maintien aussi bien de l'étanercept que un peu moins de l'adalimumab. Donc, comme quoi l'association, c'est vrai, toutes les études
randomisés contrôlés ont démontré que l'association biologique méthotrexate est supérieure au biologique seul. Au biologique seul. Qu'en est-il de la tolérance des biothérapies? Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Surtout dans notre contexte d'endémie tuberculeuse, c'est ça notre hantise. Quand on veut prescrire ces médicaments-là, attention à la tuberculose. D'ailleurs, on fait tout un bilan pour un check-up avant de démarrer ces produits-là. Et la tuberculose dans le registre anglais, il y a justement moins de tuberculose, ça c'est connu, donc je ne vais pas vous apprendre ça. L'étanercept fait beaucoup moins de tuberculose que les anticorps monoclonaux. Là, sur ce graphique, donc l'étanercept est beaucoup moins que l'infliximab et l'adalimumab. Ça dans le registre britannique. Et dans le registre français, Ratio, qui a démontré justement qu'il y a beaucoup plus de tuberculose avec les anticorps monoclonaux qu'avec le récepteur soluble, et même des infections opportunistes non tuberculeuses. Il y a, vous voyez, donc avec l'étanercept, pratiquement, c'est comme les DMARDS, il y a beaucoup plus d'infections opportunistes avec l'étanercept qu'avec les anticorps monoclonaux. Et là, donc je trouvais cet article-là, c'est dans la Corée du Sud, où la tuberculose n'est pas aussi rare, n'est pas aussi rare que l'Europe. Et là, on voit également qu'il y a beaucoup plus de tuberculose avec les anticorps monoclonaux qu'avec l'étanercept. Et bien sûr, pas uniquement dans la polyarthrite, mais également dans les autres rhumatismes inflammatoires. Dans les Mickey, en fait, il y a beaucoup plus de tuberculose dans les Mickey. Vous voyez, dans les Mickey, avec l'infliximab, il y a beaucoup de tuberculose avec les Mickey qu'avec la polyarthrite rhumatoïde. Cette méta-analyse qui compare la tolérance des anti-TNF. Donc, vous voyez, donc 44 études randomisées contrôlées, 11 700 sujets recevant les anti-TNF, d'accord, comparé à une population de 5 900 sujets recevant soit un placebo, soit un DMARDS. Et les événements, donc qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché les événements indésirables graves et le taux d'arrêt suite à cet effet secondaire. Donc là, vous voyez justement l'effet des anti-TNF versus contrôle concernant les infections graves. Les infections graves, vous voyez, donc l'adalimumab, là aussi, c'est le certolizumab, et le golimumab et l'infliximab. Donc, ils donnent beaucoup plus d'infections que l'étanercept, avec un autre ratio 1,69, 1,98, 1,55, 1,42. Pour l'étanercept, il est beaucoup plus faible. L'autre ratio est de 0,73. Donc là, ça, pour les arrêts de biologiques suite justement à un effet secondaire, il y a beaucoup plus d'arrêts avec les anticorps monoclonaux qu'avec l'étanercept. Et donc là, c'est la conclusion de cette méta-analyse. Les auteurs ils disent que cette méta-analyse sur la tolérance comparative des anti-TNF suggère un risque plus élevé d'infection grave associé à l'adalimumab, au certo et à l'infliximab, ce qui semble contribuer à des taux plus élevés d'arrêt. En revanche, l'utilisation de l'étanercept a montré un taux d'abandon plus faible. Ces données, bien sûr, donc on doit tenir bien de ces données. Ces données, bien sûr, peuvent nous aider dans la décision, dans la prise de décision de médicaments à utiliser. Pour cette étude prospective observationnelle qui cherche les infections chez les patients dans la vie courante, chez les patients sous biothérapie, dans 3 centres italiens. 3 centres italiens. Donc, je trouve que c'est une étude très intéressante. C'est la vraie vie, c'est la pratique quotidienne. Ils ont colligé quand même 731 patients et ils ont analysé les caractéristiques démographiques de la maladie, les médicaments, les comorbidités et les infections, les événements infectieux. Et il y a eu 235 épisodes infectieux chez 28,4% des patients et dû essentiellement aux infections bactériennes. Vous voyez, donc les bactéries
70% et les virus 18%. Donc là, juste rapidement sur les caractéristiques démographiques pour voir un peu. C'est des patients qui ont un âge de 51 ans, ils sont jeunes, ils ne sont pas âgés. C'est des polyarthrites qui ne sont pas très, donc 4,4 ans d'évolution, donc c'est relativement récente. D'accord. Là aussi, il y a beaucoup de corticoïdes. Les corticoïdes, dans 47,7%. Comme quoi, ce n'est pas uniquement nous qui utilisons des corticoïdes, tout le monde utilise des corticoïdes. Pour les méthotrexate, 63%. Pour les biologiques, il y avait 36% sous étanercept, 30% sous adalimumab, 14,5% sous infliximab. Le rituximab, il y avait peu de rituximab parce qu'il est indiqué en deuxième intention chez eux. Et pour le tocilizumab, il y avait 3,1% sous tocilizumab. Les comorbidités qui existaient, c'est l'hypertension, l'obésité, les bronchopathie chroniques obstructives et les hépatites chroniques. Donc, ce qui sort, c'est qu'il y a donc les infections qui ont été rapportées. Il y avait 20,5% avec l'étanercept, 23,3% avec l'adalimumab, l'infliximab, beaucoup plus avec l'infliximab, beaucoup plus avec le tocilizumab. Pratiquement 70% d'infections au toci et 29,2% avec le rituximab. Donc, quelles sont les infections? Les sites, quelles sont les infections qu'ils ont enrôlées? C'est surtout les infections urinaires et les infections respiratoires. Que ce soit les infections respiratoires, les pneumopathies basales, que ce soit les infections respiratoires des voies aériennes supérieures. Donc, c'est ce qui est fréquent. Pour les infections sérieuses, c'est beaucoup plus également les infections respiratoires, les sepsis et les infections intra-abdominales. Donc là, il faut être vigilant justement devant ces patients-là. Je le dis toujours, les biologiques, c'est bien, on rend bien service aux malades, mais il faut que ça soit bien évalué. Et au moindre petit signe, il faut hospitaliser et voir de quoi il s'agit. Donc cette méta-analyse de la Cochrane, c'est un peu 2009, mais très intéressante, qui a fait des comparaisons, c'est vrai, des comparaisons indirectes. C'est pas direct, il n'y a pas malheureusement, il y a une pénurie d'études head-to-head, donc il n'y a pas pour le moment des études qui comparent deux produits, il y a très peu. Et donc, mais quand même, on se base sur ces méta-analyses pour le moment et qui montrent qu'il y a pour l'arrêt pour effet secondaire, il y a beaucoup plus d'arrêts, ce qu'on a vu avec les autres registres, d'adalimumab, d'anakinra et de l'infliximab versus étanercept, donc avec une différence significative. Pour le mode d'administration, la monothérapie. Monothérapie, c'est vrai. Donc, je vous pose cette question. Quels biomédicaments peuvent être prescrits en monothérapie? Étanercept, adalimumab, infliximab, abatacept, rituximab ou tocilizumab. Si je vous demande quels médicaments qu'on peut utiliser en monothérapie. Aussi, c'est clair. Oui. Non. On peut, les médicaments, il y a l'étanercept, l'adalimumab, l'abatacept et le tocilizumab. D'accord? Le choix, c'est clair, le tocilizumab, on a des études head-to-head, donc l'étude ADACTA qui a démontré l'efficacité de toci par rapport versus l'adalimumab, et l'étude ACTRAI qui a démontré l'efficacité, ou bien un peu la même efficacité, toci plus méthotrexate versus toci seul. Donc je crois, ça on aura l'après-midi à parler de ça, je crois. Et là, donc on va répondre pour les autres. Donc ça c'est un travail très intéressant, donc très récent. Une revue systématique et méta-analyse des études randomisées, d'accord, sur le traitement biologique en monothérapie. Comment le définir?
L'objectif de cette étude, c'est de comparer les avantages et les inconvénients des agents biologiques utilisés en monothérapie pour la polyarthrite rhumatoïde afin d'éclairer les décisions chez les patients qui ont une intolérance aux médicaments classiques. L'objectif primaire, c'est toujours la réponse ACR50 et le nombre de patients qui ont interrompu leur traitement en raison d'événements indésirables. Donc, quand même, c'est des objectifs très sérieux. Il y avait 28 essais dans cette revue systématique et méta-analyse, 8602 patients. Et donc là, je résume cet article dans cette diapositive. Sur la diagonale, il y a les produits. Donc là, en haut, c'est les arrêts suite à un effet secondaire. Et là, c'est la réponse ACR 50. En haut, vous voyez, donc il n'y a pas de différence entre les différents produits. D'accord. En bas, par contre, c'est la réponse ACR 50. On voit pour, par exemple, l'anakinra. Donc là, on compare les biologiques par rapport au placebo et par rapport au méthotrexate. Donc là, si on voit, par exemple, l'anakinra par rapport au placebo, il n'y a pas de différence entre l'anakinra et le placebo, de même que l'infliximab et le placebo, pour la réponse ACR 50. Pour l'anakinra, pour l'étanercept, par exemple, qu'on a, là, il est beaucoup plus efficace que l'anakinra, d'accord. En la comparant au placebo, il est plus efficace que le placebo pour la réponse ACR 50, et en la comparant au méthotrexate, c'est-à-dire c'est comme une étude étanercept seul, méthotrexate seul, donc là, l'étanercept, il est plus efficace que le méthotrexate en monothérapie. Donc, c'est un produit qu'on peut éventuellement donner en monothérapie. Pour le tocilizumab, donc ça c'est connu, donc l'étude elle est supérieure au méthotrexate au contrôle, mais supérieure au Goli, Certo, l'anakinra et l'adalimumab. Donc c'est après on arrête au coût des médicaments. Ça aussi il ne faut pas l'oublier, c'est des médicaments qui sont hyper chers. Donc là, donc ce qui sort justement l'étanercept avec le dosage de 50 mg par semaine, il reste beaucoup moins cher que les autres. Le coût annuel, il reste beaucoup moins cher que les autres biologiques. Si, bon, le rituximab, c'est vrai, on a mis 60 000 dirhams, mais c'est pour un seul traitement, c'est donc 6 mois. Donc si on fait 2 perfusions, enfin 2 traitements, 2 cycles de rituximab par an, ça va être à 120 000. Donc là aussi, c'est des éléments sur lesquels il faut tenir compte pour le choix de traitement biologique. Et donc là, je vais terminer ma présentation avec ce travail italien également. Les Italiens, ils sont très actifs. Donc, quand je fais la recherche, il y a beaucoup de travaux italiens qui va pratiquement répondre à notre question, comment choisir le premier traitement biologique. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, il y a un conseil italien, donc un panel d'experts multidisciplinaires qui se sont réunis pour voir un peu, pour faire des recommandations, comment choisir le traitement biologique de première intention. Donc, un comité d'experts italien a été constitué pour formuler des arbres décisionnels fondés sur des données probantes pour le traitement biologique en première intention chez les patients atteints de PR, de spondylarthrite et de rhumatisme psoriasique. C'est un grand travail. Et donc là, ils ont revu une revue systématique de la littérature pour identifier les variables influençant le choix de traitement biologique, ce qu'on vient de dire. Pour le médicament, c'est l'efficacité et la sécurité d'emploi, la voie d'administration, la présence de biomarqueurs prédicteurs de réponse, le besoin de monothérapie. Pour le patient, le statut socio-économique, le mode de vie, le niveau culturel, le désir de procréation chez les femmes, la présence de comorbidité, les facteurs de risque associés aux patients pour l'infection, la réactivation latente de la tuberculose et le risque cardiovasculaire et bien sûr le coût. Donc, et là, ils nous font ce arbre décisionnel que je trouve magnifique. Donc, il répond pratiquement à notre question. Donc, par exemple, là, il n'y a pas d'évidence de choix pour les polyarthrites compliquées de vascularite, d'atteinte extra-articulaire. Là, on ne sait pas. Donc, d'ailleurs, tous les produits, il n'y a pas d'études sur les manifestations extra-articulaires de la PR avec les biologiques. Donc, il n'y a pas d'études.
pour les femmes en âge de procréer. Donc les femmes, c'est la polyarthrite, c'est les femmes jeunes. Donc là, ce qu'il faut, c'est soit la monothérapie, bien sûr, ou bien une contraception. Et les anti-TNF, la monothérapie, on a dit aussi, mais beaucoup plus, je préfère l'étanercept pour sa demi-vie qui est très courte, parce qu'elle ne passe pas dans la barrière, elle ne passe pas la barrière placentaire, donc on peut le donner sans problème chez les femmes enceintes. Quoique, il faut faire très attention, mais si jamais, par exemple, une PR en poussée, vous savez, donc les poussées inflammatoires, elles diminuent la fertilité des femmes. Donc on a eu des cas dans le service, on a eu, je crois, une femme qui était très inflammatoire et qui attendait justement, qui avait un désir de grossesse incroyable. Une fois qu'on a commencé le biologique, il est refroidi pratiquement. Tout de suite, donc 3 mois, à 4 mois après, il est tombé enceinte. La poussée inflammatoire, elle diminue la fertilité. C'est clair. Donc si vous avez des polyarthrites qui désirent la grossesse, il faut essayer de le refroidir au maximum. Donc il faut vraiment les refroidir. L'anti-TNF, stop les anti-TNF pour les anti-TNF monoclonaux, parce que là, ils passent dans la barrière, ils passent la barrière placentaire. Et bien sûr, pour Tossi, ABA et rituximab, donc il faut... Non aussi. Pour les patients, ça c'est les préférences du patient. Les préférences. Les patients, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent une voie sous-cutanée avec une fois par mois ou 2 mois. Bon, c'est vrai, c'est les malades. Mais le médecin, il voit autrement. La demi-vie courte, pour le médecin, est très importante qu'une demi-vie qui est très longue. Et pour les obèses, on préfère une IV, donc un produit ou intraveineux. Pour le coût, ils ont trouvé que l'étanercept, le coût de l'étanercept, il est un peu pratiquement équivalent. Ils ont étudié même le biosimilaire de l'infliximab. C'est un peu la même chose. Hein. L'étanercept et le biosimilaire qui sort un petit peu, qui reste moins cher. Pour quand il n'y a pas de ces problèmes-là, donc là, c'est un peu les recommandations de l'EULAR. On commence par les anti-TNF, Tossi, abatacept. Quand il y a... Donc là, on va tenir le choix avec des variables. Par exemple, le risque d'infection élevé. Un patient qui est, par exemple, qui a une polyarthrite, qui est diabétique, qui fait des infections de temps en temps, attention, ce n'est pas des malades faciles. Donc là, c'est beaucoup plus l'abatacept et l'étanercept. Ils sont connus de donner moins d'infections chez les malades. En cas de tuberculose latente, c'est clair, c'est l'étanercept. En cas de monothérapie, c'est tocilizumab, c'est vrai, parce que le seul qui a eu l'étude justement head-to-head vis-à-vis de versus adalimumab, et bien sûr les anti-TNF, on a dit l'étanercept, ce qu'on a vu sur le registre italien, il peut donner justement, il est efficace par rapport à l'infliximab, par rapport au méthotrexate. Quand il y a un taux de facteur gamma-8 qui est élevé et des ACPA pas élevés, c'est le tocilizumab, l'abatacept et les anti-TNF. Quand il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, et un syndrome métabolique, c'est l'étanercept, les anticorps monoclonaux et tocilizumab. Donc là, seulement je vois quand le facteur gamma-8 positif, ACPA positif, c'est vrai le rituximab, ça marche. Sauf que le rituximab, il est en deuxième intention. Chez eux. Donc là, on peut, nous, par exemple, au Maroc, on peut mettre, par exemple, le rituximab si, c'est vrai, c'est pour plusieurs raisons. Quand il y a une forte immunité, donc un facteur gamma-8 très positif, ACPA positif, c'est des patients qui répondent bien, en général, au rituximab. Donc voilà, donc je termine ma présentation par cet arbre décisionnel et je vous remercie.